13h a sonné, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, la conférence des parties de la Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction s'est tenue à Genève du 17 au 28 août 2019. Retour dans ce journal sur les grandes conclusions de ces assises. À quelques jours de la rentrée scolaire 2019-2020, les parents d'élèves dénoncent la morosité économique qui rendent difficiles les préparatifs. Et puis, le tribunal correctionnel de Paris tranche aujourd'hui sur le sort de la figure emblématique des Gilets jaunes. Éric Drouet est poursuivi pour port d'armes prohibé lors d'une manifestation non déclarée l'hiver dernier. Merci de votre fidélité. La rentrée scolaire 2019-2020 est dans moins de 2 semaines. Quelles sont les dispositions prises par les parents d'élèves pour bien aborder cette rentrée? Élément de réponse dans cette Vox Populi réalisée par Espoir Frédéric Roumambou. L'année passée, à pareil moment, il y avait une forte affluence. Les gens venaient et ils achetaient. Nous, on emballait déjà des cartons, des cahiers, des fournitures, les gens venaient, c'était une grande joie qui nous animait. Mais comparativement à cette année, nous avons compris que vraiment quelque chose ne va pas. Parce qu'ils passent juste pour demander les prix des cahiers. Ils viennent avec les listes déjà. Et juste pour connaître les prix. Et c'est qu'après ça qu'ils vont commencer par réfléchir, faire le programme un peu. Il y a d'autres qui viennent, qui disent, bon, je n'ai pas les moyens maintenant, je veux juste avoir les prix et comme ça, je vais commencer par me préparer un peu. C'est la rentrée qui s'approche. Je ne sais pas quoi faire. Je suis passé dans l'établissement de mon enfant pour avoir la liste des fournitures. Donc, j'ai eu la liste. Je suis passé voir le frère qui vend pour avoir un peu l'idée sur quoi je vais préparer pour l'année pour les enfants. C'est le discuter de rentrée. Bon, on a un peu de problème de l'argent. Mais quand même, quand il y a le santé, on remercie beaucoup Dieu. Ils ont envoyé à quelque part. C'est là-bas que je vais aller pour demander encore. Parce qu'ils ont dit que j'étais arrivé la semaine passée, ils ont dit que c'est dans la semaine qu'on va commencer le transfert. C'est dommage par rapport, il n'y a pas de l'argent maintenant pour pouvoir payer des fournitures à nos enfants. Moi j'ai 2 enfants. Bon, il y a certains qui sont au C1, l'autre au C2. Bon, par rapport des moyens maintenant, je ne vais pas pouvoir trouver l'argent pour pouvoir payer des fournitures scolaires pour mes enfants. Je préfère maintenant pour pouvoir trouver quelque chose ou donner nos enseignants qui arrivent à demander. S'il y a la rentrée, là, nous devons donner quelque chose d'abord. Avant que les profs nous engagent. Bon, par rapport à ce point maintenant, moi j'ai débrouillé et pourtant ça n'a pas marché de ma part. Bon, parce que notre gouvernement, là, lui, il a serré toutes les catégories. Là où nous faisons pour pouvoir faire pour qu'on cherche faire des circuits ou trouver de l'argent là, il n'y en aura pas. La direction de la production végétale a procédé à l'installation officielle des comités nationaux des semences, des pesticides et des engrais. C'était ce mardi au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche en présence des représentants des institutions internationales et des directeurs centraux du ministère. Mori Agua, Damien Pedro. Les 3 comités nationaux institués par les règlements communautaires sur les semences, les engrais et les pesticides sont installés officiellement ce mardi. Ils ont tous reçu des mains du secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche les tests de décrets et d'arrêtés et qui les formalisent. Dans le souci de mettre en place un arsenal juridique régional d'harmonisation des législations nationales en matière de sécurité sanitaire des végétaux, des animaux et des aliments, ainsi que des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales, la gestion des pesticides et le contrôle de la qualité des engrais dans la sous-région ouest africaine, la CEDEAO, l'UEMOA et le Suisse ont édité des règlements spécifiques.
C'est à ces exigences que répondent donc le MAEP en installant ces 3 comités, à savoir celui national des semences, le comité national des engrais et celui des pesticides, plaçant ainsi notre pays à la tête des États membres ayant enclenché le processus d'harmonisation le plus tôt possible. Innocent Tougla rappelle ici les étapes franchies. La publication des règlements régionaux au journal officiel, l'adoption par le Conseil des ministres en sa session du mercredi 16 mai 2018 des 6 décrets d'application des règlements communautaires relatifs aux semences, engrais et pesticides et la prise de plusieurs arrêtés d'application, dont ceux nommant les membres des 3 comités. Tous ces efforts déployés traduisent la volonté du gouvernement de son Excellence, le Président de la République, à mettre en œuvre les règlements communautaires. Après avoir félicité les membres des 3 comités, le secrétaire général adjoint du MAEP leur a rappelé que la tâche ne sera pas facile avant de les renvoyer à leurs fonctions respectives. Je vous convie à faire preuve d'engagement, de responsabilité, de probité et de discernement dans le traitement de tous les dossiers qui seront soumis à l'examen des différents comités afin que de bonnes décisions soient prises dans l'intérêt supérieur de la nation. Mais je ne doute pas de la qualité des hommes choisis pour animer ces comités. Rappelons que pour cette cérémonie d'installation officielle de ces 3 comités, le SGA du ministère avait à ses côtés le directeur de la production végétale et le coordonnateur du PROCAD. Dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Bénin et le Japon, le gouvernement béninois et le cabinet architecte Endo Takeshi ont signé ce mardi un contrat d'extension de l'hôpital de zone d'Alada. La cérémonie s'est déroulée au ministère de la Santé en présence de l'ambassadeur du Japon et du ministre Benjamin Rompati. Précédemment, maître d'ouvrage de l'hôpital de zone d'Alada, la responsabilité de l'extension du même centre hospitalier est confiée au cabinet architecte Endo Takeshi pour l'amélioration du service sanitaire proposé à l'attention des populations de la zone d'Alada, Zé et Tofo. Pour l'ambassadeur du Japon près le Bénin, Kiyofumi Konishi, présent à la cérémonie de la signature de ce contrat, le choix d'un cabinet japonais est un satisfait. Je ne peux que saluer et encourager ce nouveau partenariat entre la société japonaise et le ministère de la Santé, qui ne figure plus dans une assistance traditionnelle, mais qui est un autre fruit des efforts inlassables et de la réalisation remarquable de l'architecte. Monsieur le ministre, cet événement est un bon exemple de l'accroissement de l'investissement des sociétés japonaises au Bénin. Benjamin Rompati, ministre de la Santé et représentant du gouvernement, n'a pas manqué d'insister sur la mise à disposition de la population des infrastructures de qualité. Les infrastructures conçues et construites sous la direction éclairée du président directeur général du cabinet architecte Endo Takeshi Associates sont d'une qualité reconnue par tous. C'est pourquoi je suis rassuré que le cabinet architecte Endo Takeshi saura une fois encore accompagner le gouvernement béninois à travers la réalisation des projets de construction de l'extension de l'hôpital de zone d'Alada Tofo-Zé. La dynamique induite par le chef de l'État, le président Patrice Talon, à travers le programme d'action de son gouvernement, dans le secteur clé de la santé, prend véritablement son envol. La signature de ce contrat, quelques jours après la fin du TICAD, auquel a pris part une forte délégation avec à sa tête le président de la République, M. Patrice Talon, est le signe marqué que la destination Bénin offre tout un potentiel pour les investisseurs japonais. Parlant de ce sommet auquel le chef de l'État a participé, des investisseurs et représentants de sociétés japonaises sont annoncés au Bénin pour novembre prochain.
Du 17 au 28 août 2019, s'est tenue à Genève la conférence des parties de la Convention internationale sur le commerce des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. Une rencontre au cours de laquelle les parties ont renforcé les mesures de prévention de ces espèces, surtout le cas de l'éléphant d'Afrique. Massima John Doe, directeur de BES ONG, membre de la partie béninoise à cette conférence, revient ici sur les grandes conclusions. Il est au micro de Corneille Haïssé et de Damien Pedro. Évidemment, on ne peut pas avoir tout le monde. On a eu quelques dissensions, mais on a pu travailler ensemble. Et je dis que pour une fois, depuis un certain nombre de COP, nous avons des résultats encourageants. Qu'est-ce que j'appelle résultats encourageants ? Nous avons pu travailler toujours au sein de la coalition pour l'éléphant d'Afrique à empêcher la réouverture du commerce international d'ivoire. Cette réouverture a été initiée par les pays africains de l'Austral, c'est-à-dire la Namibie, le Botswana, l'Afrique du Sud et autres, qui voudraient qu'on rouvre de nouveau le commerce international de l'ivoire, mais heureusement, nous avons bataillé dur et nous avons pu dire non. Qu'est-ce qu'on a pu gagner aussi en étant ensemble? C'est que pour la première fois, on a interdit le commerce de l'éléphant en lui-même, c'est-à-dire quoi? Il est interdit maintenant de prendre un éléphant vivant de l'Afrique et de le transporter dans des zoos ou des parcs de loisirs en Europe. La seule dérogation qui a été faite, c'est que l'éléphant peut être transporté dans un autre cadre de conservation pour la survie de l'espèce. Mais comme on le voyait où on achetait à bout de bras des éléphants, très souvent pour l'envoyer en Chine et à autres, on a pu l'interdire. Qu'est-ce qu'on a pu gagner et de manière significative aussi, c'est que de par le constat qui est fait que le commerce de la peau, des sabots et autres organes du girafe arrive à menacer fortement l'espèce, on a pu travailler à inscrire en annexe de la girafe, c'est-à-dire que son commerce, ce qui est une forte avancée pour la sauvegarde de l'espèce. Qu'on a pu gagner ensuite dans l'ensemble des 93 espèces ajoutées et à Genève cette fois-ci, on a pu aussi travailler pour la sauvegarde et la mise sur l'espèce et sur l'annexe de certains raies et requins, en particulier le requin mako qui est fortement menacé sur nos côtes. La délivrance gratuite des actes de naissance dans le cadre du projet PEDEC suit son cours sur toute l'étendue du territoire national à moins d'une semaine de la clôture de cette opération. Pas grande affluence dans certains arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi. C'est du moins le constat fait par Martin Koudenigbo. Le prolongement de la distribution gratuite des actes de naissance dans le cadre du projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil PEDEC est effectif dans la commune d'Abomey-Calavi. Mais à moins d'une semaine de la clôture, on note pas d'affluence dans les arrondissements. C'est le cas ici, dans l'arrondissement de Glodjibé. La première phase, c'était pour 2 semaines et c'était terminé déjà le 26 passé. Mais compte tenu du fait que la population de Glodjibé, beaucoup ne sortent pas pour venir retirer les actes de naissance. Donc le comité a décidé donc de reconduire cela pour encore 2 semaines. Et nous sommes déjà dans la 3e semaine. Nous avons 10 registres à notre niveau. Vous allez constater les 10 registres. Et donc ça fait environ 1000 actes de naissance à distribuer. Mais depuis le 12 que nous avons démarré, nous sommes déjà à près de 300 et quelques actes de naissance qu'on a distribués. Donc il reste encore près de 700 actes de naissance à encore distribuer. Même constat dans l'arrondissement d'Akasato où les populations sortent à compte-gouttes pour le retrait de leurs actes. Les gens ne sortent pas. Les gens ne sortent pas malgré que la CTP a augmenté 2 semaines pour que les gens puissent sortir correctement. Ils ne sortent pas. On a gongonné, ils ne sortent pas non plus. Ils viennent à compte-gouttes pour retirer les actes de naissance. On n'a même pas atteindre la moitié
des actes de naissance distribués. On n'est pas atteint d'avoir des actes de naissance distribués. Voilà un peu ce qui se passe. On n'a pas d'influence. Il précise ici les populations concernées par cette opération. Les bénéficiaires qui ont fait le rapide témoignage que les gens, ceux à qui l'État, les CV, les chefs du village et les sécu ont signé un papier attestant qu'ils peuvent faire le rapport sans présenter aucun document. Innocent Dagouto, un citoyen bénéficiaire, apprécie le bien fondé de ce projet. C'est un bon projet que le gouvernement a initié. Donc, ne restons pas à l'écart pour critiquer, ne soyons pas dirigés vers les agents avant de commencer par disqualifier cette initiative que le gouvernement a mise en place. Pour rappel, ce sont 2 419 144 actes de naissance sécurisés qui sont prévus pour être distribués gratuitement sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre du PDEC. L'opération de distribution de ces actes de naissance prend fin le 9 septembre prochain. Par décision numéro 0001/BEN/PDTE/09/19 en date du lundi 2 septembre 2019, le Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN a entériné la radiation de 4 de ses militants. Il leur est reproché d'avoir délibérément violé les tests qui régissent le fonctionnement de la formation politique. Les et dames Igor Alignon Boko, Modeste Onidje, Olga Aïna et Gabriel Ahodi, mis en cause pour faute lourde inadmissible au regard des tests du parti, ne sont plus des militants du parti UDBN. C'est du moins une décision du bureau exécutif national du dit parti. Actualité en dehors du Bénin, aujourd'hui, le tribunal correctionnel de Paris tranche sur le sort de la figure emblématique des Gilets jaunes. Éric Drouet est poursuivi pour port d'armes prohibé lors d'une manifestation non déclarée l'hiver dernier. Il encourt jusqu'à 4 mois de prison avec sursis et 500 € d'amende. Malgré son procès, sa motivation reste intacte. Éric Drouet, figure du mouvement des Gilets jaunes, appelé encore il y a 2 semaines à un rassemblement ce samedi. Revenir sur 2 dates importantes, là on a la rentrée du 7, où du coup c'est le retour de tout le monde, hein, parce qu'il y en a qui ont besoin de prendre des vacances pour les enfants, etc. Il y aura le 7, et ensuite j'ai vu aussi le 21 qui est annoncé comme une très grosse date. Donc il y aura ces 2 dates-là. À savoir que moi je ne plébiscite toujours pas les manifestations déclarées, les marches, etc. Pourtant, c'est bien lors de manifestations non déclarées qu'Éric Drouet se fait interpeller une première fois le 22 décembre dernier, place de la Madeleine à Paris. Lors du 6e acte des Gilets jaunes, il est en possession d'un morceau de bois. Considéré comme une arme dangereuse par les forces de l'ordre, il est alors emmené en garde à vue. Relâché avant d'être de nouveau arrêté quelques jours plus tard pour des raisons similaires rue Royale. Ah oui, surtout qu'on n'avait pas de gilets jaunes, qu'on a respecté, on n'est pas allé sur la route, on a marché sur le trottoir, respecté les passages piétons. Du début à la fin, on a été droit et ça n'a pas suffi. Le 5 juin, il est convoqué au tribunal correctionnel de Paris, accompagné de son avocat, de nombreux soutiens et des dizaines de journalistes. Le procureur requiert alors 4 mois de prison avec sursis et 500 € d'amende. Des réquisitions injustes selon son avocat. Éric Drouet, il est là aujourd'hui parce qu'on lui reproche d'avoir une arme de catégorie D. Dans les catégories D, vous pouvez regarder les textes, les armes de catégorie D, c'est les couteaux, les poignards, c'est ce que j'ai expliqué, les matraques télescopiques, c'était un bout de bois. Et oui, si on commence à reconnaître qu'un morceau de bois, c'est un port d'armes de catégorie D, vous risquez 1 an de prison et 15 000 € d'amende, c'est ce que j'ai expliqué, vous n'avez votre parapluie. Bah oui, c'est une arme, c'est la même forme, c'est la même chose. Ce mercredi, la décision finale sera rendue. À quoi Éric Drouet peut-il s'attendre, lui qui avait déjà été condamné à 2 000 € d'amende pour organisation de manifestations sans déclaration préalable en avril dernier. En France, la secrétaire d'État aux affaires européennes s'est refusée de tout commentaire. Amélie de Montchalin a simplement rappelé que la France était prête à l'éventualité d'un Brexit dur. My position is that it's a sovereign choice. Ma position est que c'est un choix souverain. C'est une bataille, comme nous le voyons, entre le gouvernement, Downing Street et Westminster.
Vous pouvez imaginer que ce n'est pas de la responsabilité d'un ministre français de considérer, d'analyser ou de donner un sentiment sur ce que font souverainement les députés de Westminster. Nous ne voulons absolument pas être dans le commentaire, dans le discours, mais être dans le concret, quelle que soit la décision des autorités britanniques dans les mois à venir. Et le 31 octobre, nous serons prêts à protéger les citoyens britanniques en France, à protéger les citoyens français au Royaume-Uni, mais aussi à protéger nos entreprises pour leur permettre d'exporter et d'avoir des relations économiques avec le Royaume-Uni. Rentrée parlementaire agitée au Royaume-Uni, les députés ont adopté hier soir une motion pour obtenir un report du Brexit prévu au plus tard au 31 octobre. Le texte de loi est soumis au vote par le Parlement aujourd'hui, un revers cinglant pour le Premier ministre qui devrait convoquer les élections législatives anticipées pour le 14 octobre. Retour sur ces derniers rebondissements. Boris Johnson vient sans doute de perdre son bras de fer face au Parlement britannique. Le Premier ministre du Royaume-Uni a vécu hier une soirée cauchemardesque. Dans une chambre des communes survoltée, Johnson a d'abord dû faire face à la défection de Philip Lee, élu conservateur qui a rejoint les rangs des libéraux-démocrates, formation europhile. Un départ actant la perte de sa majorité absolue, qui ne tenait qu'à une voix. Un revers suivi d'un autre beaucoup plus cinglant. L'opposition, rejointe par 21 députés conservateurs opposés au No Deal, a adopté une motion en faveur d'un report du Brexit. Une grande victoire pour le leader du Parti travailliste, Jeremy Corbyn. Je me réjouis du vote de ce soir. Nous vivons dans une démocratie parlementaire. Nous n'avons pas une présidence, mais un Premier ministre. Les premiers ministres gouvernent avec le consentement de la Chambre des communes, qui représente le peuple sur lequel repose la souveraineté. Il n'y a pas de consentement dans cette Assemblée pour quitter l'Union européenne sans un accord. Il n'y a pas de majorité pour aucun accord dans le pays. Grâce à cette motion, les opposants à Boris Johnson pourront présenter aujourd'hui un texte de loi contraignant le Premier ministre à demander à l'Union européenne un nouveau report du Brexit au 31 janvier 2020, au cas où aucun accord de retrait ne serait conclu avec Bruxelles dans les prochaines semaines. Un risque qui a poussé Boris Johnson à réagir. Tout le monde sait que si ce gouvernement est au pouvoir et si je me rends à Bruxelles, j'irai pour un accord et je crois que j'obtiendrai un accord. Et nous partirons de toute façon, même si nous ne l'obtiendrons pas. Le peuple devra choisir. Le chef de l'opposition réclame des élections depuis 2 ans. Je ne veux pas d'élections. Mais si les députés votent demain pour mettre fin aux négociations et imposer un autre délai inutile au Brexit, peut-être pour des années, alors ce serait la seule façon de régler ce problème. Et je peux confirmer que nous déposons ce soir une motion en vertu de la loi sur le Parlement à mandat fixe. En cas de nouvelle défaite au Parlement aujourd'hui, l'ancien maire de Londres pourrait définitivement acter ces élections législatives anticipées qui devraient avoir lieu avant le sommet européen prévu les 17 et 18 octobre. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.